Puis après, on pourra tous réagir. Voilà. Nous sommes presque à la moitié de ce plateau, donc c'est le pivot, enfin le moment un petit peu pivot. Voilà, Voilà. C'est une première chez Tech Talk. On va tenter la chronique et on va la tenter sous forme de slide, parce que c'est ce qu'on sait faire plus que le modèle habituel. Donc vous nous parlez, c'est sur cet écran que ça va se passer. Vous faites preuve d'un énorme technoptimisme dans votre livre et je vous propose de réfléchir à un autre aspect qui n'est pas tant celui de l'optimisme durable, mais de l'optimisme responsable. Et pour ça, je vous propose un petit parcours vers le passé, en particulier vers la fin du 19e siècle, où dans un pays qui est connu pour ses peintres, pour l'invention des bulles financières à travers des plantes, d'autres plantes, ainsi que d'autres peintres, la Hollande donc. À la fin du 19e, la Hollande a décidé de recenser sa population. Et elle ne l'a pas fait n'importe comment, elle l'a fait en prenant en compte les religions pratiquées au sein de sa population. Dans un esprit un peu plus pacifique, l'idée était de financer les lieux de culte, proportionnellement aux pratiques, et d'arriver à, du coup, comptabiliser quelles étaient les pratiques religieuses dans le pays, de façon à financer tout ça de façon parfaitement équitable. Dans les années 30, une société que vous connaissez tous, et qui à l'époque avait ce logo-là, est arrivée en Hollande et a proposé cette technologie-là, de façon à automatiser et optimiser le recensement des populations. Et cette même société, de l'autre côté de la frontière, à la même époque, a proposé à ce régime-là cette même technologie pour faire exactement la même chose. 10 années plus tard, la Hollande a été envahie par l'Allemagne et grâce à cette technologie, les nazis ont débarqué en Hollande et ont pu éliminer en très très peu de temps toute la population juive. Grâce à cette technologie, le régime nazi a également informatisé la Shoah. Pas vraiment de l'informatique, de la mécanographie, mais le concept était là. Et on aurait pu croire que cette société allait se calmer une fois la Seconde Guerre mondiale terminée, mais pas du tout. Après un rapide rebranding, ils ont continué de plus belle et ils ont informatisé l'apartheid. La morale de cette histoire, c'est pas tant que IBM est le diable incarné, loin de là. IBM fait comme toutes les sociétés, son objectif c'est de gagner de l'argent. Et l'application d'une éthique ou d'une responsabilité exercée par le peuple à travers quelque chose de bien connu qui est la justice. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'est pas dans les années 40, on est en 2010, on est à l'époque de Facebook, de Twitter, des blogs. Et aux côtés de la justice est apparue une nouvelle forme de pression qui sont les foules, éventuellement orchestrées par des organisations et qui vont à l'attaque de sociétés qu'elles considèrent comme éthiquement douteuses. On a le cas bien connu de Nestlé qui a été obligé de réformer complètement ses pratiques en termes de développement durable suite à une pression colossale exercée par des militants sur Facebook. On a le cas bien plus dramatique encore de Nokia, qui, après avoir vendu des technologies de surveillance au régime iranien, qui ont permis d'emprisonner à peu près 200 personnes, dont beaucoup, aujourd'hui encore, on est absolument sans nouvelles, a subi un revers dramatique dans les médias sociaux, qui a vu son cours de bourse littéralement plonger. Et donc, aujourd'hui, on est dans une situation où les entreprises, qu'elles le veuillent ou non, sont dans une situation de responsabilité, dans la mesure où, que ce soit face à leur miroir ou face à leurs actionnaires, elles n'ont plus le choix. Donc j'aurais aimé vous entendre sur cette problématique d'optimisme, certes, on est tous optimistes face aux technologies, mais d'optimisme non plus durable, mais responsable. Moi, j'abonde dans le sens de la responsabilité. D'accord ? La responsabilité, je crois que dans toute évolution technologique, associée à cette évolution, il y a des choses positives et des choses qui le sont moins. La responsabilité d'une entreprise telle que la nôtre, mais c'est vrai pour toute grande ou même petite entreprise, elle est pour moi de trois ordres. D'abord, responsabilité en termes de ce que nous appelons, nous, d'inclusion et diversité. C'est d'être capable de recevoir, d'être capable d'avoir au sein de son entreprise des employés de tous horizons. Ce qui veut dire beaucoup de choses.
Le deuxième axe, c'est d'être capable, en tant qu'entreprise, c'est en interne, c'est en externe de l'entreprise, d'avoir une approche d'éco-responsabilité. Et je vais vous donner des exemples assez concrets de ce que ça veut dire. Et le troisième aspect, c'est de donner aux collaborateurs la possibilité d'avoir une approche responsable en tant qu'individu, donc pas l'entreprise, mais en tant qu'individu, mais en tant que collaborateur d'une entreprise vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale de l'entreprise. Donc je peux vous dire comment nous on la met en place. On la met en place déjà parce qu'on la met en place par des convictions assez fortes que nous avons, que j'ai moi. Le RSE est pour moi un élément fondamental de la responsabilité que j'ai moi en tant que patron d'entreprise, mais également d'une entreprise telle que Cisco, mais également un moyen de motivation des collaborateurs. On parlait de donner du sens ou d'amener de l'humain, ça permet d'amener de l'humain. Si je me focalise autour de l'éco-responsabilité, donc de l'écologie, il y a un groupe au sein de Cisco France qui travaille de faire en sorte que beaucoup d'actions éco-responsables soient mises en place. Tous les mois, on a une journée qui s'appelle le Green Day. Donc on invite les collaborateurs à utiliser des moyens de transport, on va dire, alternatifs. On a ce qu'on appelle des green bags, c'est-à-dire que tous les mois, il y a une formation sur un sujet spécifique, comment réduire sa facture électrique chez soi, et plein d'autres initiatives qui sont allées jusqu'à donner l'opportunité à des collaborateurs d'installer sur le toit de notre bâtiment, ici le Moulineau, des ruches. Et mardi prochain, donc, nous aurons la première récolte de miel. Donc des exemples. Et ces exemples-là, ils ne sont pas naïfs, ils ne sont pas bon enfant, ils représentent ce que des collaborateurs veulent faire. Alors au-delà de cela, si je reste sur les co-responsabilités, on a des objectifs de diminuer l'empreinte carbone de la société de 25%. C'est-à-dire passer de 800 000 tonnes de CO2 par an à 600 000. Ce qui veut dire beaucoup de choses, et ce qui veut dire également pour nous l'utilisation des nouvelles technologies pour permettre de le faire. Et si je prends l'aspect social, c'est d'avoir une approche la plus inclusive possible, de travailler avec des associations de personnes dans des milieux défavorisés, et on peut aller assez loin si vous voulez pour en discuter, de former aujourd'hui, on a en France 20 000 étudiants, soit qui sont en réinsertion sociale, soit qui sont en reconversion professionnelle, qui sont formés aux technologies des réseaux. Donc je crois beaucoup à la responsabilité. Je crois à ma responsabilité, je crois à la responsabilité de tout individu dans ma société, mais dans la société. Je crois à la responsabilisation aussi. Et avec, fort de cette responsabilité-là, on est capable de mener une entreprise en tant que dirigeant, mais en tant que collaborateur, de façon cohérente et de façon incarnée. Alors maintenant, il ne faut pas non plus tomber dans du dogmatisme. Le monde n'est pas parfait, tout le monde n'est pas gentil, mais ça veut dire que néanmoins, il faut être capable de prendre ses responsabilités et d'aller jusqu'au bout de ses responsabilités. Donc moi, alors on peut voir le verre à moitié vide, moi je le vois résolument à moitié plein, parce qu'il y a en France aujourd'hui des possibilités d'aller très loin, de répondre à des problématiques, notamment du chômage, en utilisant plus les nouvelles technologies. On parle du monde de la santé. Du monde de la santé, il y a une vraie révolution à faire. Le monde de la santé en France. Très concrètement, est-ce que vous considérez que Nokia a une part de responsabilité dans la répression qui s'est exercée sur la révolution verte il y a un an, en termes de responsabilité d'une entreprise qui vend une technologie? Je ne vais pas me prononcer pour Nokia. Moi, je peux vous dire qu'en tant que société... Prenez une société X, parce qu'aujourd'hui, Nokia Siemens, qui à l'époque vendait ses technologies aux Iraniens, suite au débâcle boursier provoqué par le scandale, a été vendu à une société non cotée, à un nom obscur que personne ne connaît, et du coup à un discours beaucoup plus cash, notamment au Moyen-Orient. Récemment, il y a quelques mois, a fait une conférence à Dubaï devant un parterre de ministres de l'Intérieur et de responsables de la police du Moyen-Orient, où le discours était extrêmement violent en termes de possibilités offertes par les technologies qu'ils vendaient sur la répression à travers le numérique. Est-ce que vous pensez que ce genre de société, qui n'est donc pas Nokia et qu'on ne va pas nommer de façon à ne gêner personne, a une responsabilité? Moi, je pense que la responsabilité d'une entreprise telle que la mienne, c'est de mettre à disposition des nouvelles technologies. Quels que soient les usages qui s'en sont faits ensuite?
c'est de mettre à disposition, des technologies et des solutions pour, et c'est la vision de Cisco, améliorer la façon dont un collaborateur, un citoyen, un patient puisse vivre, puisse apprendre, accéder à la compétence. Maintenant, vous ne pouvez pas tenir responsable. Ça, c'est la vision et c'est ce que nous faisons au quotidien. Maintenant, le monde n'est pas parfait. À nous, mais après aux politiques et aux institutions d'assurer la bonne utilisation. D'accord. De cela. Vous suivez les décisions du Sénat américain ou plus récemment de la Commission européenne qui ont voté des lois qui sanctionnent les entreprises qui typiquement vendraient des technologies qui potentiellement pourraient servir à des fins de répréhension de... Ce n'est pas ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que la position et l'objectif des sociétés telles que les nôtres... Donc pas de responsabilité. Non, on a un objectif qui est d'apporter des solutions à nos clients, quel que soit le type de client, je ne vais pas y revenir. Maintenant, l'utilisation qui en est faite, vous ne pouvez pas me porter, moi, responsable d'une utilisation, je dirais, malencontreuse ou mal intentionnée de ces technologies-là. En revanche, en l'occurrence, là, le politique, parle d'une société qui vend ça de dictature. Vous avez une idée de ce que ça pouvait éventuellement donner. En revanche, non, je suis désolé, c'est aux politiques, c'est aux institutions d'assurer la bonne utilisation. D'accord, donc la réponse c'est non, on n'est pas responsable. Non, quand on dit on, c'est les sociétés de technologie qui vendent des technologies qui peuvent être utilisées de multiples façons. L'usage qui en est fait par nos clients n'est pas de notre responsabilité. Je pense qu'on doit participer au débat, et on le fait. Alors vous le faites d'autant plus, je me permets d'interrompre notre Zemmour local en rebondissant justement sur votre propre positionnement que je trouve, en tant que directeur général, dont on aurait pu attendre. On aurait pu s'attendre à ce qu'il fasse un petit peu preuve de langue de bois. Vous posez justement les questions dans l'esprit de Fabrice vous-même. Je conseille à nos internautes, s'ils font l'acquisition de ce livre, d'aller directement à la page 192, quelle ville pour l'homme du 21e siècle, parce qu'on a l'impression que c'est très ciblé. En fait, c'est une très belle interview. Vraiment, je tenais à vous féliciter. Parce que moi, je fais des interviews, parfois je pose des questions pas terribles. Alors,